la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont l'article 18, que je vais vous lire in extenso, qui fait donc partie de notre préambule de la Constitution, indique « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte ou l'accomplissement des rites. » Donc, il me semble que, au fond, si la laïcité, c'est aussi le respect de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, si elle s'impose à la laïcité, comme elle s'impose à toutes les lois, on a à réfléchir sur cet article 18. Des enfants qui manquent d'identité, qui ne savent pas s'ils sont français ou pas, où ils en sont. Enfin, moi, quand je leur posais la question, ils me disaient non, moi je ne suis pas français. Je leur demandais leur carte d'identité pour un voyage, ils me ramenaient une carte d'identité française. Bien sûr, mais lorsqu'on pose la question à des enfants qui sont un peu grands, français pas français, il y a des Martiniquais, Antillais, pas français, Martiniquais. Donc bien sûr, il y a une part de provocation aussi, c'est aussi l'âge de la provocation. Pas forcément. Il y a la construction. Se construire contre, c'est aussi se construire. D'une certaine façon, là, au niveau des identités, il y a une forme de facilité à se positionner contre l'institution, contre l'enseignant, contre l'adulte, contre la France, entre guillemets, en s'inventant une identité autre, alors qu'ils sont nés ici, et qu'ils sont plus français qu'ils ne le pensent eux-mêmes, souvent. Si la France est en finale de la Coupe du Monde, ils vont soutenir la France. Et bien entendu que les professionnels ne sont pas du tout formés pour ça. D'accord? Mais justement, c'est ce discours qu'on occulte, qui est un vrai discours professionnel, de problèmes professionnels, d'enjeux de formation, d'enjeux de travail, vous voyez, d'enjeux de fonctionnement réel et concret de l'institution. C'est ça qui est occulté. C'est que quand on pose les problèmes de discrimination avec les élèves, avec les enseignants, avec les équipes, etc., quand on le pose sérieusement ensemble, eh ben, ça crée du commun. C'est l'inverse, si vous voulez. Ça réactive à un moment donné des possibilités d'investissement communes autour de vraies questions politiques. Voilà. Mais cette peur-là est immense et elle conduit paradoxalement à produire ce qui fait peur. C'est-à-dire une espèce d'effondrement de la pensée critique, une espèce d'effondrement du projet, des valeurs, des dites valeurs de la République. Enfin, c'est cet effondrement qu'on produit à force de ne pas vouloir y aller, j'ai envie de dire, sur ces questions-là, me semble-t-il. Vous soulevez là un problème récurrent de fonctionnement, qui est celui de l'autocensure, en permanence, de tous les acteurs de ce ministère. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même être solide pour affronter ça. Et pour ça qu'il faut disposer aussi d'outils et de formation, l'auto-formation des militants aussi au débat et à l'argumentation, y compris dans les médias, où justement c'est très difficile de faire entendre une parole complexe. On opposait une laïcité dite d'abstention et une laïcité dite de confrontation. La laïcité d'abstention étant, chacun vit dans son coin, c'est un peu ça, on n'aborde pas les problèmes. Et confrontation, mais au sens confrontation, débat, etc., c'est celle-là qui est la plus intéressante, mais il faut être costaud. Quand dans les espaces défavorisés et habités majoritairement par des publics descendants de migrants, on en appelle constamment à la laïcité, à droite comme à gauche d'ailleurs, au nom d'une neutralité universelle républicaine, alors que dans le même temps, tous les indicateurs régulièrement publiés par les institutions, qu'elles soient nationales ou européennes, montrent que les inégalités scolaires, sociales et ethniques témoignent de l'existence de discrimination face à l'école. Il n'y a aucun doute que selon la classe sociale, on ne vit pas la même école, que selon le groupe racial auquel on est assigné, on n'a pas la même expérience de l'école. Selon qu'on est garçon ou fille, on n'a pas la même expérience de l'école. C'est très clair, c'est ça. Oui, c'est très clair pour ceux qui le vivent. Alors c'est ça qu'il faudrait qu'on affronte. Et à mon avis, ça pourrait nous permettre de produire, de générer un appel à l'intelligence collective pour essayer d'affronter ces questions. Ce retour du discours de l'universel est un discours qui dit l'universel, c'est la neutralité des gens dans l'espace public. Ce qui est absolument le contraire de ce que dit la laïcité de 1905. En disant, c'était cité par les collègues, en disant la laïcité, c'est la possibilité dans l'espace public de... D'accord. Donc on a un vrai problème, effectivement. C'est bien sous l'argument de l'universel et de l'universalité, l'universalisme qui est derrière. Sauf que c'est un universalisme qui est dans le déni d'un certain nombre de problèmes
et qui est aussi dans le déni de la parole d'un certain nombre de groupes. C'est ça qu'on dit quand on dit communautarisme. Vous le savez bien, hein, c'est une insulte ou une disqualification de la parole, notamment des minoritaires, qui revendiquent l'égalité. Donc on est là dans un universel qui dépolitise en réalité la question, d'accord, alors qu'on pourrait avoir un universel qui reconnaît que ceux qui se battent pour faire reconnaître le racisme, d'accord, ils ont beau s'appeler Parti des indigènes de la République ou la LAB, ou vous voyez ce que je veux dire, hein, tous les groupes qui sont stigmatisés pour cet élément-là, on peut entendre que ce qu'ils réclament, c'est justement, à un moment donné, aussi des logiques universalistes. On peut les contester aussi. On peut les contester, on peut les discuter, d'accord. Ce qu'il dit sur les homosexuels, par Mais exemple. pour moi, la question, elle n'est pas là. La question, on peut discuter, évidemment, d'accord, mais on voit bien que l'argument de l'universalisme sert à disqualifier une parole, plutôt que d'entendre des choses discutables, évidemment, mais d'entendre aussi, enfin évidemment, ou à discuter justement, mais d'entendre aussi, si vous voulez, dans cette affaire, une vraie revendication que l'égalité, elle existe. Mal, quand on est enseignant, à justement sortir de notre précaré, ou bien de... Et moi, j'étais très en difficulté, comme vous disiez, quand il y a eu, par exemple, les attentats du Bataclan, et quand le lendemain, on a dû accueillir les élèves, on a dû faire compte de leur réaction. L'élément crucial dans cette affaire, c'est d'apprendre à faire avec le conflit. Parce que la violence, c'est à un moment donné la négation d'un conflit, d'accord, et sa retraduction sous la forme d'un rapport de force brut, nu, d'accord, entre les gens. Et un vrai problème dans la question de la formation et de la question du travail, c'est qu'est-ce qu'on fait de la conflictualité? On est dans une institution qui est dans le déni de cette question-là, au mieux parle de gestion, comme les autres, de gestion des conflits, d'accord, sous-entendu, il faudrait les réduire. Mais qu'il y ait du désaccord, notamment sur la réalité d'évaluation des problèmes de l'école, eh ben, je veux dire, c'est le moins qu'on puisse dire, que nous ne sommes pas d'accord sur la manière de penser les problèmes. Et ça mériterait d'être posé, ça mériterait d'apprendre à le travailler. On revient à ce qu'on disait sur les dispositifs pédagogiques, la question du débat, etc. C'est des dispositifs qui mettent au cœur la logique de la conflictualité et d'apprendre des savoir-faire, de travailler avec la conflictualité, non pas à la réduire, mais à la faire travailler précisément. Parce que c'est comme ça quand même qu'on construit des citoyens.